Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce mercredi 29 mai. Une actualité marquée par l'inauguration d'une œuvre symbole d'ouverture à la discussion, le banc Václav Havel, du nom de l'ancien président de la République tchèque. Déjà présent dans plusieurs pays à travers le monde, ce monument a été dévoilé en présence du prince Albert II. Reportage à suivre dans quelques instants. 704 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires de la Société des Bains de Mer pour l'exercice 2023-2024. Une croissance de 6% qui reflète la solidité du modèle économique de la SBM. Le président délégué du groupe, Stéphane Valéry, sera notre invité. Dans ce journal également, nous évoquerons la fête Dieu avec l'abbé Christian Venard, une fête que nous célébrons demain et qui est connue de tous, mais dont on connaît peu la signification. Nous ouvrons donc ce journal avec l'inauguration d'une œuvre qui est déjà présente dans de nombreux pays du monde entier. Le banc Václav Havel, du nom de l'ancien président de République tchèque, a été dévoilé aujourd'hui en présence du prince Albert II dans les jardins du pavillon Bosio. Après les États-Unis, l'Espagne ou encore le Japon, cette œuvre qui représente bien des symboles est donc présente à Monaco. Le reportage de Christine Datomel et Marie-Ève Béhy. C'est une invitation à s'asseoir, un banc qui renferme toute une histoire puisqu'il s'agit du 52e banc à être installé, puisque 51 autres se trouvent dans de nombreuses villes à travers le monde. Un banc qui invite à la discussion entre les peuples et qui est inspiré des idéaux démocratiques de l'ancien président Havel, l'une des figures majeures de la révolution de velours et qui a mis un terme en 1989 au régime communiste dans son pays. Un hommage donc à cet homme qui marqua l'histoire de l'Europe. C'était un grand président, mais avant cela, ça a été un dissident qui a été à l'initiative aussi de la révolution de velours, qui a été le premier président de la République de Tchécoslovaquie et ensuite le premier président de la République tchèque. Donc il a combattu pour ses idées et il a été malheureusement aussi, dans le cadre de ce combat, emprisonné à plusieurs reprises. Je suis très heureux qu'on ait pu installer le banc Václav Havel, même si ce banc, ce sont deux fauteuils autour d'une petite table quasiment de café. Donc on appelle ça le banc Václav Havel et qu'on ait pu ainsi manifester cette amitié qui existe entre la République tchèque et Monaco. Je crois que quand on viendra visiter ces jardins, on comprendra que ce banc prend toute sa place ici, puisque c'est un lieu de culture et à la fois un lieu riche en biodiversité. Et l'environnement, c'était aussi parmi les priorités de Václav Havel. Il était persuadé que si on réfléchit sur soi-même, si on fasse un peu d'auto-réflexion, on trouvera toujours des choses que nous avons en commun. Et par ça, avec le temps et dans le temps, on se comprendra un peu mieux entre nous. Conçu par l'architecte Borek Sipek, ce banc symbolise donc l'ouverture vers le dialogue et la démocratie. Au pied du fameux banc est inscrite la devise de Václav Havel. La vérité et l'amour doivent triompher de la haine et du mensonge. Une phrase à méditer. Voilà pour le banc Václav Havel que vous pouvez désormais admirer dans les jardins du pavillon Bosio. Dans le reste de l'actualité, à compter du 1er juin prochain, la principauté autorise le télétravail pour les salariés entre Monaco et l'Italie. Le gouvernement princier se réjouit de l'aboutissement de ce dossier qui a nécessité plusieurs années de négociations avec son voisin transalpin. Plus de détails sur le www.gouv.mc. Monaco et l'île de Nauru viennent d'établir des relations diplomatiques, une information qui a été officialisée par la signature de communiqués conjoints entre les représentants permanents auprès des Nations Unies à New York, Isabelle Picot et Marc Gaudier. Nauru, plus petite république du monde, partage plusieurs centres d'intérêt avec Monaco, comme la conservation des océans. 704 millions, c'est le chiffre d'affaires qu'a réalisé la Société des Bains de Mer durant l'exercice 2023-2024, un résultat en hausse de 6% et qui satisfait bien évidemment le président délégué de la SBM. Stéphane Valéry nous attend d'ailleurs en plateau pour développer ces résultats. Bonsoir Stéphane Valéry.
Bonsoir Madame Rousseau. Les résultats financiers de la Monte Carlo Société des Bains de Mer ont été révélés aujourd'hui. Les résultats financiers pour l'exercice 2023-2024, ils reflètent la solidité du modèle économique de la SBM selon vous? Oui, certainement. Alors d'abord, c'est l'année effectivement qui n'est pas l'année civile, donc on est toujours surpris, mais la SBM, son année budgétaire, elle va du 1er avril, donc en l'occurrence là on parle du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Et ce sont d'excellents résultats puisqu'ils sont légèrement meilleurs encore que l'année dernière. Et l'année dernière, c'était les meilleurs résultats de l'histoire du groupe. Donc avec un chiffre d'affaires en progression de 6% à 704 millions d'euros, donc un peu meilleur d'ailleurs que ce que nous attendions, avec un résultat opérationnel qui est la véritable mesure de la rentabilité de l'activité opérationnelle du groupe, en légère progression, donc puisqu'on est passé de 72 à environ 74 millions d'euros. C'est effectivement une année tout à fait exceptionnelle. Donc voilà, ça démontre que les équipes qui m'entourent et toutes les collaboratrices et les collaborateurs ont fait de gros efforts et les résultats, effectivement, les résultats sont là. Donc je m'en réjouis pour l'ensemble des salariés et des actionnaires du groupe. Que traduisent ces chiffres? Que la SBM a fait des choix pertinents dans un marché qui est très concurrentiel. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que nos trois métiers, le métier historique des jeux, le métier de l'hôtellerie-restauration, les métiers de l'hôtellerie-restauration et les métiers de l'immobilier, la location immobilière, progressent. Chacun contribue donc à l'évolution de ce chiffre d'affaires et de ce résultat opérationnel. C'est d'autant plus aussi remarquable que nous attendions un peu moins, nous attendions 70 millions, on a eu 74. Pourquoi? Parce qu'on a investi. On a créé deux nouvelles directions, une direction du développement international, une direction du développement immobilier. Nous savons que pour le moment, ça représente des coûts, puisque nous n'avons pas encore produit de chiffre d'affaires et de résultats, parce qu'il faut du temps. Nous ouvrirons notre premier restaurant à Dubaï à l'automne 2025 et nous ouvrirons, vous le savez, notre premier hôtel à l'international à Courchevel, vraisemblablement l'hiver 2026. Donc pour l'instant, des coûts, mais pas encore de chiffre d'affaires et de profit, c'est pour demain. Et puis la direction du développement immobilier, alors là c'est encore à plus le moyen terme et long terme, car vous savez qu'un projet immobilier, pour le préparer, le concevoir, pour obtenir les permis, pour le réaliser, c'est 4, 5, 6 ans. Donc on touchera également là les dividendes de nos investissements actuels dans nos futurs projets d'ici 2028-2030. Donc oui, ce résultat, il est d'autant plus remarquable que pour le moment, ces deux nouvelles directions n'ont pas encore produit de résultats. Et qu'en est-il des jeux ? Les jeux se tiennent bien dans un contexte très compliqué. Vous savez qu'il y a un renforcement très fort des règles internationales de compliance et Monaco se doit d'être exemplaire et la SBM, bien évidemment, se doit d'être à Monaco exemplaire. Donc nous avons limité nous-mêmes, c'est toujours difficile pour des commerçants d'interdire des clients, mais nous avons dû, et nous l'avons fait, interdire des gros clients de jeux car nous n'étions pas à 100% dans les règles de compliance sur la provenance des fonds. Donc on a dû se priver de 3 ou 4 dizaines de millions d'euros, mais malgré cela, le chiffre d'affaires progresse légèrement et le résultat opérationnel progresse par une meilleure gestion, donc grâce à la direction des casinos. Il y a des invitations qui sont mieux calculées, donc un petit peu moins nombreuses et ciblées, un peu moins onéreuses, mais juste par rapport au volume de jeu des clients. Il y a des prêts beaucoup mieux calculés, donc beaucoup moins d'impayés, des résultats de l'argent qu'on a été chercher. Tout ceci fait que malgré tout, le casino se maintient et progresse même légèrement par rapport à l'année dernière. S'il y avait des temps forts à retenir de cet exercice 2023-2024, lesquels seraient-ils? Peut-être le renouveau du Café de Paris, l'ouverture du Mahona, l'Utaera? Oui, alors effectivement, c'est important de rappeler que même si nous voulons exporter la marque Monte Carlo SBM à l'international, parce que nous y avons, j'en suis persuadé, un réservoir formidable de croissance et de profits futurs, nous avons comme priorité absolue la principauté de Monaco. C'est évidemment l'ADN de la SBM, cette société créée à Monte Carlo en 1863, où travaillent de très nombreux monégasques, dont l'État monégasque est l'actionnaire principal. Donc nous continuerons à innover sur le territoire de Monaco. Pour juillet, nous ouvrirons notre premier restaurant japonais. Nous n'avions pas jusqu'à présent ce type de gastronomie très recherché par un certain nombre de clients, donc à l'hôtel Hermitage, avec Yannick Aleno. Donc il a 2 étoiles à Paris, il a le seul restaurant japonais d'Europe à avoir 2 étoiles au guide Michelin et il nous amènera son chef doublement étoilé de Paris donc à partir de juillet pour Abyss Monte Carlo. J'oublie pas aussi l'hôtellerie car nous avons
beaucoup fait pour l'hôtel de Paris, qui est au sommet, qui est reconnu comme un des plus beaux palaces du monde, rénové totalement et réouvert en 2019 dans sa pleine capacité. Nous avons 2 hôtels qui ont besoin désormais qu'on investisse à Monaco pour les remettre au top niveau, les maintenir au top niveau des palaces ou des 4 étoiles plus. Donc je veux parler de l'hôtel Hermitage et du Monte Carlo Bay. Nous investissons à partir d'octobre. Ça sera 4, 5, 6 saisons, car nous maintiendrons ouvert l'activité tout le temps et nous ferons les travaux bien sûr au moment où on peut fermer certaines chambres, c'est-à-dire l'automne et l'hiver. Donc des dizaines de millions d'euros pour nous investis pour que nos hôtels soient toujours au top niveau. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Valéry d'avoir fait le point avec nous sur cet exercice 2023-2024 et un exercice 2024-2025 qui s'annonce tout aussi prometteur. Oui, qui a démarré très fort. D'ailleurs, je porte aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, la cravate de l'Automobile Club de Monaco parce que je voulais remercier Michel Boïry, toute l'équipe des dirigeants, tous les bénévoles, les commissaires de piste. C'est un événement, on ne mesure pas. Sa retombée mondiale, ses retombées d'image et pour l'économie, et la SBM en a beaucoup profité. Alors je ne peux pas donner de chiffres de ce nouvel exercice pour des raisons de respect des règles boursières, mais je peux vous dire que la victoire de Charles Leclerc, donc un petit peu le rêve, hein, si on avait demandé aux Monégasques qu'est-ce qu'on pouvait rêver dans un film de Disney, on aurait dit une victoire de Ferrari avec un pilote monégasque. Ben, Charles Leclerc l'a fait. Donc voilà, je voulais un petit clin d'œil à Charles Leclerc qui nous a aussi fait rêver et qui nous a apporté beaucoup de bonheur à tous les amis et tous les amoureux de la principauté. Un clin d'œil qui s'affiche également sur la façade du casino de Monte Carlo avec ce message « Merci Charles, merci Stéphane Valéry ». Merci à vous. Retour à présent sur le dernier rendez-vous du Monaco Economy Board. Il accueillait mardi soir Christophe Barrot au Novotel. L'opportunité pour l'économiste de détailler les prévisions économiques pour les prochains mois sur ses régions de prédilection. Les détails de Alban Gingembre et Arnaud Humbert. Réputé pour ses prévisions en matière d'économie et de finances, Christophe Barrot anticipe une croissance mondiale stable sur l'année en cours. On a eu plutôt des bonnes surprises sur la partie politique fiscale, avec notamment la Chine, où on a un stimulus des investissements majeurs dans toute la partie infrastructure, production manufacturière, avec plutôt à destination des industries comme les véhicules électriques, comme les imprimantes 3D, la robotique, les drones. On a une politique fiscale aussi très accommodante aux États-Unis, plutôt sous la forme de crédit d'impôt, donc qui dope également la croissance. Et côté zone euro, les bonnes surprises viennent plutôt du consommateur, où on a des salaires réels qui sont en train de remonter, et une épargne accumulée pendant le Covid qui n'a pas encore été dépensée, qui devrait l'être dans les prochains mois, et avec par-dessus tout les Jeux Olympiques à Paris qui devraient booster l'activité touristique en France et dans toute l'Europe. Et pour ce qui est de Monaco, la principauté devrait profiter de plusieurs avantages. D'une part, je dirais l'activité touristique en Europe et dans son ensemble, parce que le secteur de l'hospitalité reste plutôt bien orienté, donc tout ce qui va être hôtellerie, restauration, etc. Et puis là, ce sera intéressant de voir l'impact de la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix. Est-ce que ça va vraiment booster les dépenses de consommation à court terme? Donc ça, ce sera vraiment, je pense, une question intéressante. Prochain rendez-vous du Monaco Economic Board, une conférence sur les atouts économiques de la Hongrie le 4 juin prochain. En sport, l'AS Monaco Basket a pris l'avantage hier sur Bourg-en-Bresse en remportant le match 3 des demi-finales de Betclic Elite 85-81. Les Monégasques tenants du titre ont réussi à sortir leur épingle du jeu dans un match très serré. Ils joueront leur place en finale lors d'un nouveau face-à-face jeudi. Ce week-end, suivez en direct le 41e meeting de natation de Monte Carlo sur notre antenne. Cet événement réunira 300 nageurs de 50 pays différents à quelques mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette étape du Mare Nostrum sera commentée en direct par Frédéric Hélion et Olivier Nicolas. Il est l'heure à présent d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Christian Venard. Avec lui, nous allons évoquer la fête Dieu que nous célébrons ce 30 mai et qui sera marquée par plusieurs temps forts en principauté. Bonsoir Christian Venard.
Bonsoir Émilie. La fête Dieu est une fête qui semble connue mais dont on ne connaît pas réellement bien la signification. À quoi correspond-elle? Alors pour ça il faut remonter au Moyen-Âge, figurez-vous, à une période au XIIIe siècle où il y a une grande dévotion qui se développe dans la foi chrétienne autour de l'Eucharistie, c'est-à-dire la présence de Jésus sous l'humble aspect du pain et du vin. Alors on voit comme ça apparaître au cours de la messe ce qu'on appelle l'élévation, c'est-à-dire après la consécration, le prêtre élève le pain qui est devenu le corps du Christ, élève la coupe qui contient le vin qui est devenu le sang du Christ. Et parmi toutes ces manifestations de foi populaire, il y a eu la volonté petit à petit, si vous voulez, de mettre en place une procession pour rendre honneur à Jésus Eucharistie. Et donc, on a fait une procession où on met le corps du Christ, l'hostie qui a été consacrée à la messe, dans un ostensoir, et on va partir, alors pour nous ici à Monaco, dans les rues du Rocher, pour montrer la présence de Jésus dans nos vies, au milieu de toutes nos occupations, au milieu de nos rues. Et c'est pour cela qu'on appelle aussi la fête Dieu la fête du corps et du sang du Christ. Exactement, c'est son nom d'origine, c'est la fête du Corpus Domini, la fête du corps du Christ, Corpus et Sanguis Christi, et c'est devenu, alors c'est uniquement français cette appellation fête Dieu, et qu'on reprend d'autant plus volontiers nous ici, d'abord parce que la langue française est notre langue usuelle en principauté, mais parce que si notre archevêque, depuis l'année dernière, a voulu faire résonner fête Dieu avec diocèse en fête, on marque cette journée aussi comme une journée spéciale de fête pour notre diocèse. On l'a bien compris, cette fête est pour mettre en valeur l'Eucharistie. Elle a aussi une particularité, elle n'a pas de date fixe et c'est un jour férié en principauté. Exactement. Alors, vous savez que dans beaucoup de pays, ça n'est pas un jour férié, comme en France, comme en Italie. Et alors, à ce moment-là, cette fête est reportée au dimanche qui suit la date. La date, c'est un jeudi, en souvenir de l'instauration de l'Eucharistie par Jésus la veille de sa mort, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jeudi saint dans la liturgie. Donc ça tombe un jeudi. Chez nous à Monaco, c'est un jour férié, c'est pourquoi on la fête demain. Et nous avons réussi à conserver cette magnifique tradition, notamment de la procession dans les ruelles du Rocher. Et vraiment, j'invite tous nos téléspectateurs, même ceux dont la foi est peut-être un peu chancelante, de se dire c'est vraiment une des belles et des grandes traditions de notre principauté. Et mon père, quelle est la place, la valeur de cette fête pour les catholiques ? C'est une fête, j'allais dire, qui tient vraiment à cœur parce que, si vous voulez, le Concile Vatican II a dit que la messe, l'Eucharistie, est la source et le sommet de la vie chrétienne. Ça veut dire, pour nous, l'Église se constitue autour de l'Eucharistie et la vie du chrétien, elle est aussi centrée sur l'Eucharistie. Elle est centrée sur Jésus, mais Jésus qui se donne à nous. Et alors, si vous voulez, on répond à l'amour de Jésus pour nous parce qu'il se donne à nous, il donne son corps, il donne son sang à chaque messe, et c'est une petite manière, et le peuple chrétien aime beaucoup ça, de montrer notre attachement à Jésus, que de l'accompagner ainsi dans nos rues, d'abord par cette très belle messe pontificale, 17h à la cathédrale, et ensuite la procession à partir de 18h dans les rues du Rocher, pour montrer, c'est une espèce de dire merci à Dieu d'être présent comme ça dans nos vies. Merci à vous, Christian Menard, de nous avoir éclairé sur la fête Dieu que l'on célèbre donc demain, 30 mai, à Monaco. Alors, à demain, et puis un dernier tout petit point, rendez-vous pour tous ceux qui le souhaitent pour la partie festivité diocésaine à l'école FANB à l'issue de la procession. Venez nombreux. C'est noté, merci. Solidarité à présent, l'association Monaco Maladies Génétiques, organisatrice du Téléthon Monaco, a révélé hier soir les résultats de l'édition 2023 en principauté. L'occasion de réunir bénévoles et organisateurs pour partager un moment convivial et aborder les projets à venir. Le reportage d'Annelle Marquez et Alexa Vial. Faire une rétrospective des actions menées l'année dernière dans la bonne humeur, voici l'objectif de cette soirée où bénévoles et organisateurs du Téléthon Monaco se sont réunis. Une joie pour Muriel Agliardi, présidente de l'association Monaco Maladies Génétiques et organisatrice de l'événement. Alors cette soirée, c'est pour remercier tous les organisateurs, les bénévoles, les partenaires, tous les gens qui nous aident à construire cette grande machine qu'est le Téléthon. Donc au cours d'un verre de l'amitié, on leur donne les résultats du Téléthon et on est content de se retrouver et de voir un petit peu les projets de l'année prochaine. Et ce soir, les nouvelles sont bonnes. Les chiffres et les dons de l'édition 2023 sont en hausse, en principauté, par rapport aux années précédentes. On le dit souvent, il y a des frontières
mais il n'y a pas de frontières pour les maladies. Et c'est vrai qu'à Monaco, le Téléthon est toujours très vivant. On le voit aujourd'hui par le nombre de bénévoles qui sont venus, d'organisateurs. On voit aussi par les chiffres qui sont plutôt importants. On est à peu près sur 50 000 € à peu près de dons. C'est une très belle somme et cet argent sert à sauver des malades. Voilà la mission principale du Téléthon, récolter des dons pour venir en aide aux enfants malades. Et lors de la soirée, les bénévoles et organisateurs se sont vus remettre un diplôme pour récompenser et reconnaître leur engagement. J'ai eu un beau cadeau, j'ai eu un joli diplôme de notre Téléthon. J'ai mis mon cœur pour le Téléthon, pour tous les enfants, pour leur venir en aide. C'est important pour moi d'être bénévole dans les associations, de faire autant que je peux. Et pour le Téléthon encore plus parce que ça touche les enfants et je me sens vraiment utile vu le succès que rencontre le Téléthon Monaco. Pas de date précise encore pour la soirée du Téléthon Monaco 2024, mais celle-ci se tiendra courant décembre au Grimaldi Forum. En attendant, les actions, les aides et les dons sont les bienvenus pour que l'édition de cette année batte les records de l'an passé. Un mot à présent de cette conférence au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco qui était organisée hier soir par l'association monégasque de préhistoire. Elle recevait la conservatrice Isabelle Asselin-Roux pour évoquer le thème du beau idéal à la caricature grotesque en prenant l'exemple des figurines en terre cuite gréco-romaine de Turquie. Place à votre rubrique « Ceux qui font Monaco » avec vous, Christinda Thomel. Sur quelle enseigne s'est porté votre choix ce soir, Christinda ? Oui, aujourd'hui nous nous retrouvons devant une enseigne qui vient de souffler sa 20e bougie. Le magasin Biocop a été un des premiers à ouvrir en principauté et à faire du bio. Alors ici, vous allez le voir, l'art de bien manger est au rendez-vous. Biocop, c'est un réseau coopératif, c'est pas moi qui l'ai lancé, hein. C'est un réseau au départ de consommateurs qui voulaient manger mieux et de meilleure qualité. Et donc c'est venu d'une fédération au départ de consommateurs. Et puis après, quelques agriculteurs sont venus se joindre à ce groupe. Et puis de petit à petit, d'un hangar tout simple vers Avignon, on va dire, ça a grossi jusqu'à aujourd'hui à avoir plus de 180 magasins en France. Ils ont une éthique qui est intéressante. Il y a une recherche qualité qui est essentielle pour moi, une traçabilité, un respect envers les personnes qui produisent, parce qu'on a des producteurs certes de fruits et légumes, c'est ce que 90% de la population va connaître, mais aussi ça va être des céréaliers, des producteurs de lait, c'est toute une chaîne et c'est vraiment quelque chose de, on va dire, d'éthique. Et puis le bien manger, de la bonne qualité et aussi un respect du travail fourni. Et donc tout le monde est rémunéré à sa juste valeur. Et ça, c'est super important. Alors justement, souvent les gens pensent bio et pensent que c'est cher. Est-ce que c'est un adage ou est-ce que c'est la réalité? Alors, ça peut être la réalité, souvent sur les produits transformés, des plats préparés, des choses comme ça. Oui, effectivement, ça va être un petit peu plus cher parce que les économies d'échelle sont plus importantes, notamment pour les ateliers de fabrication. Pour autant, pour les fruits et légumes, pareil pour les céréales, ces choses comme ça, c'est pas une réalité. Et ce qui est important, c'est de consommer évidemment bio de préférence parce que la qualité nutritive est plus importante, mais aussi le plus près de chez soi pour réduire justement les coûts. Donc c'est pas une fatalité. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler du bio, mais il y a quelques années de ça, vous étiez vraiment précurseur. Qu'est-ce qui vous a donné envie? J'ai eu des enfants et donc envie de transmettre quelque chose qui est essentiel pour eux, de les permettre de bien démarrer dans la vie. Donc c'était cette démarche-là. Après, j'ai toujours eu je suis une fanat de bien manger et de la bonne chair, donc ça s'est inscrit tout simplement. Et c'était une époque où dans Monaco, il n'y avait pas. Et on imaginait que ça pouvait séduire pas que moi en tant que jeune maman. Alors oui, ça a permis de donner le tempo, mais c'était de donner quelque chose de différent en principauté et de se spécialiser dans ça, parce que c'est bien aussi d'être un peu spécialiste de ce qu'on fait. Alors, nos produits sont essentiellement français.
Je parle surtout pour les fruits et légumes, mais même pour les produits transformés qui sont les farines. On travaille avec des meuniers, des choses comme ça. Et essentiellement en France. Alors évidemment, il y a un petit peu d'import. Hein. Pour la banane, on va bien sûr avoir de l'import. Mais on ne va pas le faire n'importe comment. Donc on va le faire en bateau et pas en avion par exemple. On va privilégier des bananes qui sont plutôt qui viennent d'Espagne, donc à la différence qu'ils peuvent venir de beaucoup plus loin et des dom-toms. Voilà, donc ce genre de choses-là, même si ça vient de plus loin, d'essayer de l'avoir le plus près possible. Et puis le grand atout de Biocop et pas des moindres, c'est qu'ici on vous accueille toujours avec le sourire. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h. Et puis sachez que vous pouvez également passer commande de vos fruits et légumes et vous faire livrer soit à domicile, soit sur votre lieu de travail. Pour passer commande, rien de plus simple, soit vous vous déplacez, vous venez ici en boutique ou alors tout simplement en ligne. Anaëlle Marquez nous a rejoint en studio pour les prévisions météo. Bonsoir Anaëlle, quel temps est-il annoncé pour la journée de jeudi ? Bonsoir Émilie, demain le temps restera quasi similaire à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire changeant et nuageux. Le matin, le ciel sera donc couvert et quelques averses seront possibles l'après-midi. Du côté des températures, pas de grands changements aussi par rapport à aujourd'hui. Il fera entre 18 et 21 degrés et en ce jeudi 30 mai, nous fêterons les Ferdinand. Merci Anaëlle. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali. Après le Grand Prix vient le démontage des installations. Encore une fois, une organisation millimétrée pour retrouver les rues de Monaco telles qu'on les connaît tout le reste de l'année. Belle soirée à tous et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.